Pour ses débuts comme lutteur professionnel dans les arènes de Manche-Matin à Bordeaux, Paul Ponce a réussi à triompher aisément d'un amateur que ses compagnons avaient surnommé le rogneux. Il était renommé pour son mauvais caractère et ses qualités athlétiques. Aussi, Manche-Matin eut-il dès ce jour la plus sincère admiration pour son vigoureux et adroit pensionnaire. Robinet, Louis Pancrace Alexandre, tenait à Marseille, dans une ruelle qui aboutissait tout à l'extrémité du cours Belzins, un petit cabaret athlétique du style de ceux que j'avais connus à Bordeaux. C'est là que nous nous rendions chaque jour avec Apollon, de qui la grande réputation athlétique s'était déjà affirmée, car je me trouvais échoué à Marseille. Lorsque s'était terminée la foire des Quinconces, Mange-Matin avait démonté sa baraque, en attendant que le moment vînt d'aller l'édifier à Pessac, où il avait accoutumé de faire chaque année une brillante saison de 15 jours. J'étais resté quelque temps encore à Bordeaux, où du travail m'avait été offert dans un entrepôt vinicole. Mais je ne tardai pas à me rendre compte qu'en dépensant d'une main pour vivre le peu que je recevais de l'autre, je ne constituais aucun pécule, si modeste fût-il. Si je m'étais exilé, c'était pour en tirer quelques avantages financiers. Ce n'était point ainsi que les choses se passaient. Je réfléchis beaucoup, cherchant à m'échapper par la tangente de chez mon viticulteur, mais ne trouvant pas le moyen rêvé. Le hasard me vint en aide. Un dimanche, j'étais allé lutter dans un gymnase tenu par Fénelon, route de Codéran. J'y rencontrai un lutteur qui montait une troupe pour Marseille, et m'offrit de me joindre aux hommes qu'il avait déjà réunis. J'acceptai, et me retrouvai bientôt faisant en sens inverse un voyage que j'avais accompli 6 semaines auparavant. L'organisation de mon nouveau directeur était quelque chose d'inénarrable. Ce pauvre diable, qui n'avait de lutteur que le nom, faisait pitié, sa baraque aussi. Mais il faut lui rendre cette justice qu'il mettait à gagner sa petite existence une volonté, une énergie que rien ne rebutait. Et il ne souffrait pas de cette bohème misérable, crasseuse, où il croupissait et dans laquelle il entraînait les autres moutonnières créatures, le suivant dans sa médiocrité. Il avait édifié sa hutte, car vraiment la bâtisse en question ne méritait pas le nom de baraque, dans un quartier excentrique de Marseille, où quelques boutiques foraines étaient autorisées à se monter. Je veux jeter un voile sur cette période heureusement très courte de mon existence, dont le souvenir, si éloigné soit-il, m'est pénible tant il évoque de journées de misère et de désillusion. J'en voudrais tout oublier, si une anecdote, de laquelle je souris aujourd'hui en me la rappelant, ne m'avait pour la première fois présenté sous un jour fâcheux cet être insupportable et exquis qui s'appelle la femme. À 2 pas de la baraque où je travaillais, était montée une petite installation de fortune, sommairement protégée contre le soleil et la pluie. Elle était si fragile, si frêle, qu'au plus petit souffle du vent, elle tremblotait comme le font les feuilles sous les premières brises d'automne. On eût dit qu'un rien allait l'abattre, elle donnait l'impression d'avoir l'existence éphémère d'un château de cartes. Une mégère sale et dépenaillée y vendait de quelconques objets d'Orient dont elle s'approvisionnait par une habile mendicité chaque fois qu'un courrier des mers de Chine rentrait au port. Cette vieille sorcière était aidée dans ses fonctions mercantiles par une fort jolie fille, dont la beauté, un peu canaille, était une enseigne savamment aguichante à cette sordide bicoque qui donnait l'impression d'un nid de malpropreté. Créature bizarre, elle semblait faite toute de contrastes. 2 races nettement opposées lui avaient infusé ce qu'elle possédait de plus violemment caractéristique. De ses attitudes, la diversité imprévue lui donnait quelque chose d'étrangement attirant. Sa vulgarité s'adoucissait parfois d'une lueur de finesse inattendue. Le vice brutal, sans raffinement, se lissait dans ses yeux. La sensualité animale, gourmande, se dessinait sur sa bouche, se glissait jusque dans la commissure de ses lèvres. Mais elle savait effacer d'un sourire, qui donnait je ne sais quelle impression de naïf étonnement, presque de candeur, toute la perversité de sa physionomie ardente, énergique, volontaire, vibrante. Sa peau mate et chaude était celle d'une fille du Sud. Il y avait dans sa démarche lascive, d'une souplesse langoureuse mais d'un rythme un peu canaille, quelque chose de réellement troublant. Du sang de bohémienne et de maltais devait couler dans ses veines, lui glisser du feu dans ses moelles. De la rêverie devait faire divaguer son cerveau. Je l'avais remarquée pendant des soirées entières, et elle s'en était aperçue. Un dimanche, les séances de matinée finies, elle m'accosta comme je sortais de la baraque, sous un prétexte futile. La vieille l'avait laissée seule dans la boutique, et elle me demanda, je crois, de l'aider à ranger une caisse assez lourde qu'elle voulait déplacer. J'avoue que je ne me fis pas prier.
J'éprouvais un certain plaisir à lier conversation avec elle. J'en cherchais même l'occasion depuis longtemps, mais la présence de la vieille sorcière, qui ne la quittait pas d'une minute, m'en avait toujours empêché. Et puis mon indécision y était aussi pour beaucoup. Nous causâmes quelques minutes, l'arrivée de la virago mit trop rapidement fin à notre entretien. Mais le premier pas était fait, et c'était pour moi le plus difficile. Comme je m'étais arrêté à bavarder avec elle, un soir elle me demanda: Pourquoi avez-vous la manie de tâter à chaque instant le bas de votre vêtement? C'est un tic sans doute? C'est, lui répondis-je, pour voir si mon argent y est toujours. C'est devenu chez moi un mouvement instinctif. La doublure de mon veston était, en effet, devenue mon coffre-fort. Je ne gagnais pas assez d'argent à cette époque pour éprouver la nécessité d'avoir un banquier, et je portais toujours sur moi toute ma fortune. Je pouvais le faire car elle était tellement modeste qu'elle ne m'encombrait pas beaucoup. Si petit que fût mon pécule, je l'arrondissais trop péniblement pour ne pas avoir peur de le perdre. Je n'avais point de porte-monnaie. Mettre mes économies à même ma poche me paraissait scabreux. Les laisser dans la soupente où j'habitais, il n'y fallait pas songer, la méfiance me le défendait. Comment faire? À ce problème, j'avais trouvé la solution suivante. Étant donné que tous mes encaissements se faisaient sous forme de sous, monnaie souvent précieuse dans la vie mais quelquefois encombrante, j'avais adopté le principe des transformations monétaires. Lorsque, sur mes bénéfices du soir, j'avais prélevé la modique somme destinée à ma subsistance du lendemain, je changeais 10 sous pour une pièce de 50 centimes. Puis, quand j'avais 10 autres, je transformais la somme globale en une pièce de 20 sous et ainsi de suite. Ça n'allait pas vite. Pour être bien sûr de ne point égarer mes richesses, j'avais pratiqué dans la doublure de mon veston une petite incision, et j'y glissais les piécettes ainsi amassées. À chaque fois que cela était nécessaire, je décousais pour recoudre ensuite. Sachant que mes pièces étaient là, j'avais une tendance à toujours vouloir constater qu'elles y restaient bien, et je palpais toutes les 2 minutes ma tirelire improvisée. Ce geste n'avait point échappé à la jolie vendeuse qui tenait boutique en face de notre baraque. Il l'avait intriguée, et c'est pourquoi elle m'avait posé négligemment, sans avoir l'air d'y toucher, cette question. Comme la petite fête de quartier allait se terminer, avec les représentations du jour même, l'orientaliste de bazar, qui prenait décidément beaucoup de place dans mon esprit, me dit: Alors ce soir c'est la fin, on ne se verra plus. Restez-vous à Marseille? Oui, pendant quelques jours au moins, car je ne sais point encore où j'irai. Lorsque le soir les derniers quinquets furent éteints, je me hâtais d'aller relancer l'étrange fille qui m'attirait de plus en plus. Coïncidence curieuse, la vieille n'était pas là. Les circonstances me servaient vraiment à merveille. Vous voulez m'accompagner un peu? Me demanda-t-elle gentiment. Je reste assez loin, presque à l'entrée du Prado. Vous savez où c'est? Je l'ignorais totalement. Mais ce fut à une extrémité ou à l'autre de la ville, cela m'était on ne peut plus indifférent. Voulait-elle couper au plus court, ou bien ne tenait-elle point à se montrer avec moi dans les rues populeuses, où la vie continuait au milieu de la nuit comme en plein jour? Je ne sais. Mais nous passâmes à travers un dédale de ruelles sombres, tortueuses et louches, dans lesquelles il était bien rare que nous rencontrions âmes qui vivent. À part moi, j'appréciais fort cette obscurité qui rendait plus intime notre promenade. Doucement, j'avais pris ma compagne par les épaules, et je la serrais légèrement contre moi, avec l'inexpérience naïve d'un homme qui ne connaissait pas la femme, et est incapable de retirer d'une caresse si discrète qu'elle est à peine indiquée la quintessence de griserie qu'elle peut procurer. Nous voici bientôt arrivés, fit-elle en levant sur moi ses yeux brillants. Déjà? Oui, déjà. Cela vous contrarie? Oh, une idée, dit-elle spontanément. Allons jusqu'à la corniche. Il n'est pas très tard, en somme. J'acceptais. J'aurais passé la nuit entière à errer avec cette créature, en qui la nature avait versé un mélange savamment dosé de sauvagerie, de douceur, de passivité, de rudesse de sentiment et de raffinement. Être complexe, indéfinissable, échappant à toute analyse. Elle avait un charme si attirant, si prenant, qu'un homme devait être entre ses mains à jouer sans défense, qu'elle pliait à ses caprices. Nous avions hâté un peu le pas pour gagner plus vite le bord de la mer. Arrêtons-nous là un instant, me demanda-t-elle, en s'accoudant au parapet qui courait en bordure de la grève. Il fait bon ici cette nuit. La corniche s'incurvait assez brusquement en cet endroit, où un aubergiste avait installé son débit dans une maisonnette plantée juste au coude de la route. Les grands arbres qui, le jour, la protégeaient du soleil, épandaient à cette heure de la nuit une nappe d'ombre sur le chemin saupoudré de poussière, dont le clair de lune accentuait encore la blancheur. Je la vis tout à coup s'élancer vers l'auberge close, en sautillant avec une gaminerie d'enfant.
Pas une lumière, pas un bruit ne trahissait la présence d'êtres vivants dans cette maison, où tout était endormi si profondément qu'il semblait que la vie s'en était à jamais éloignée. Elle disparut vite dans l'obscurité. Je la cherchais vainement du regard pendant un instant, lorsque j'entendis « Psst, psst, monsieur Ponce, venez par ici !» Je m'approchai. Elle regardait un sorbier chargé de fruits, qui se trouvait protégé des mains indiscrètes par une palissade assez haute. Elle tendait vers l'arbuste une petite main impatiente et me dit « J'en veux, vous qui êtes grand, tâchez d'en attraper !» J'avais beau être grand, le sorbier était trop éloigné pour que je puisse l'atteindre. « Si vous escaladiez la balustrade !» Ses yeux brillaient dans la nuit d'un si sincère désir. Elle paraissait avoir tant envie de ces fruits que je n'hésitai pas, bien que ce braconnage ne me plût qu'à moitié, à faire ce qu'elle me demandait. Comme je m'apprêtais à franchir la barrière qui nous séparait du sorbier, elle m'arrêta vivement. « Votre vêtement, me dit-elle, va vous gêner, quittez-le, vos mouvements seront plus libres. » Je me débarrassai de ma veste et franchis la balustrade. À l'arbre, je me mis à cueillir les fruits. Je n'avais rien pour les poser et je les détachai d'une main pour les mettre dans l'autre. Quand ma main gauche fut emplie, je revins sur mes pas pour porter à la gourmande qui m'attendait le résultat de ma première cueillette. Elle n'était plus là. Je l'appelais 10 fois, 20 fois, 50 fois, pas trop fort pour ne pas éveiller les gens qui dormaient à côté. Pas de réponse. Il me fallait prendre un parti pour savoir ce qu'elle était devenue. J'arrachai quelques feuilles, sur lesquelles je plaçai soigneusement mon fragile butin, et après l'avoir abrité, je franchis à nouveau la barrière. Une étoffe, qui gisait à terre, étouffa le bruit de ma chute. C'était ma veste qu'elle avait posée là dans la poussière. Je l'endossai vivement, sans même me prendre la peine de la secouer, et fouillant du regard à droite, à gauche, la route déserte, je me mis à la recherche de mon ami disparu avec une si stupéfiante spontanéité. J'allai jusqu'au rivage, rien. D'un côté comme de l'autre, pas une trace, pas un indice qui puisse me fournir une indication. J'appelais encore. Rien, toujours rien. Le silence seul me répondait.